On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitLemac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous sommes à la rédaction de Libération à la demande de Nicolas Demorand. Mais avant de retrouver nos invités, tout de suite, place au sommaire. L'iPad à son arrivée a été considéré par le monde de la presse comme le Messie. L'ardoise tactile d'Apple allait révolutionner les quotidiens et magazines et redonner le goût aux plus jeunes pour la lecture et l'information payante. 2 ans se sont écoulés et Steve Jobs n'est pas devenu le nouveau Gutenberg. Si beaucoup de titres français disposent d'une appli iPad, ils sont quasiment tous absents du kiosque de presse d'Apple. Quant aux ventes, elles ne décollent pas vraiment. Explication avec Nicolas Demorand, le directeur de Libération. On refait le Mac épisode 85, la presse et l'iPad, sauveur ou fossoyeur. Chaque samedi, retrouvez On refait le Mac en vidéo sur le site www.onrefaitLemac.com, mais également sur le portail high-tech Clubic et sur electronlibre.info. Le podcast est également disponible en téléchargement sur iTunes ou en streaming HD via nos chaînes YouTube, Dailymotion, Watt et Vimeo, mais aussi sur mobile et tablette via nos applications iPhone, iPad et Android. Sans oublier chaque mois sur le CD-ROM du magazine iCreate. Avec nous cette semaine autour de cette mosaïque numérique, Monsieur X, un ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X et bonne année. Oui, bonsoir Olivier, tous mes vœux à tout le monde. Écoute, vacances, mais je suis crevé là, ça fait 3 semaines que je suis en train de nettoyer ma bibliothèque iTunes avec iTunes Match. Ouais. Et comme je ne l'avais pas fait depuis 10 ans, c'est un peu fastidieux, hein. Mais c'est pour du meilleur. J'aurai que des MP3 qualité hi-fi ensuite, donc bon début d'année. Moi, je dois encore attendre 45 jours que mon compte US se débloque. Bref, autre invité que vous connaissez bien dans On refait le Mac, c'est Rodrigo Sepulveda-Schulz, investisseur, podcasteur, entrepreneur. Bonjour Rodrigo et bonne année. Bonne année Olivier, bonne année à tous. Ça va bien ? Voilà, ça va très bien. Vous avez eu froid au mois de décembre ? Oui, toi tu étais au Chili, on sait. Mais ceux qui ont regardé l'épisode précédent ont pu apprécier il faisait 30 le joli cadre où tu es. Dans la piscine, en effet. Où tu as grandi. Autre invité que vous connaissez également, c'est Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Rodrigo, tu feras moins le malin quand je serai à Las Vegas la semaine prochaine. Salut à tous et très très bonne année. Voilà, surtout qu'on fera un spécial Las Vegas la semaine prochaine. Et dernier invité qui a la gentillesse de nous accueillir dans la rédaction de Libération, c'est Nicolas Demorand. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous et bonne année. Moi j'ai pu faire l'upgrade vers iTunes Match, ça s'est très très bien passé. Et puis la bonne nouvelle c'est que l'appli iPhone de Libé, la nouvelle version, n'a pas de bug. Donc tout est bien pour l'instant. Elle n'a pas été retoquée par Apple, tout va bien. Non, ça va. Sur ce plan-là, tout va bien dans nos relations avec Apple. C'est le seul sujet d'ailleurs. Ouais, c'est le seul sujet où ça va bien. Bien. Alors, messieurs, il manquait une place de marché pour la presse. Vous le savez, on a fondé beaucoup d'espoir, notamment nous, les professionnels de la presse, sur l'arrivée de l'iPad qui permettrait de dynamiser les ventes et redonner le goût de lire aux plus jeunes. Ce store est arrivé au mois d'octobre dernier dans iOS 5, qui s'appelle Le Kiosque, ou Newsstand dans la version anglaise. Le principal avantage de ce stand, c'est qu'il permet de télécharger en tâche de fond les derniers magazines ou quotidiens auxquels on est abonné. Mais si vous allez jeter un petit coup d'œil, vous serez surpris de voir qu'il n'y a quasiment pas de titres français, si ce n'est 2 titres qui en sont aujourd'hui, 2 quotidiens qui sont en grande difficulté financière. Il s'agit de François et de la Tribune. Alors, concrètement, Nicolas, pourquoi avoir refusé que Libération soit sur le store, le newsstand de chez Apple ? Alors tu l'as dit, Olivier, c'est une position qui est commune à toute la presse française, à toute la presse quotidienne nationale et à tous les hebdomadaires jusqu'à ce que Le Point décide d'y aller. Exception faite. On va y revenir. Ouais, on va y venir. Exception faite du Point et de la Tribune et de François. La Tribune et François qui avaient des difficultés
extrêmement grave et qui ne pouvait pas se passer d'un tel canal de diffusion. Sachant qu'ils ont arrêté le papier. Ils arrêtaient le papier, bien sûr. La tribune, c'est pas encore exactement le cas. Bon, mais en tout cas, leur difficulté était telle qu'ils ne pouvaient pas se permettre de ne pas être sur un kiosque comme celui d'Apple. Donc, ces exceptions mises à part, et en dépit de nos concurrences, car les concurrences sont évidemment très très fortes entre les différents titres de la presse quotidienne nationale, en dépit de nos concurrences, on a tous eu une position commune qui était de dire nous n'irons pas sur le kiosque d'Apple pour des raisons extrêmement simples. Sur ce kiosque, et c'est le système d'Apple, nous n'avons pas le droit de fixer nos prix. Donc, comme éditeur, nous n'avons pas le droit, éditeur de presse, de fixer le prix de ce que nous vendons. Nous n'avons pas accès aux données de nos abonnés, c'est-à-dire qu'Apple considère que Monsieur X, pour prendre son exemple, qui va s'abonner à Libération, Monsieur X est un client d'Apple et non pas un abonné de Libération. Et d'autre part, la commission qu'Apple prélève sur la vente faite, par exemple, d'un exemplaire de Libération ou d'un abonnement de Libération est un prélèvement de 30%. Ça n'est pas négociable. Et c'est une commission qui est extrêmement élevée et qui, en tout état de cause, ne nous permet pas de nous y retrouver, tout simplement. Donc, pour ces trois conditions-là qui ne sont pas négociables par Apple, qui sont à prendre ou à laisser, on a estimé qu'on n'irait pas dans le kiosque. Alors, Nicolas, tu l'as dit, pour le prix aujourd'hui, le prix est fixé par Apple. C'est clair, vous ne pouvez pas choisir le prix auquel vous voulez vendre le quotidien ou le magazine. Donc aujourd'hui, c'est 79 centimes ou 1,39 €. On ne peut pas moduler, par exemple, faire 99 centimes, qui serait un prix psychologique, par exemple, comme ça existe aujourd'hui pour l'achat de musique sur le store de musique d'Apple. Et puis, c'est une bête conversion euro-dollar en ce qui concerne ce cas-là. Donc, ça ne correspond pas vraiment aux attentes, effectivement, du marché français. Quels sont concrètement les gens que vous avez en face de vous? Est-ce que vous avez un interlocuteur aujourd'hui au sein d'Apple pour vous répondre à ces interrogations, à ces questions? Alors, je vais y répondre, excusez-moi, excusez-moi à tous, je vais y répondre de manière assez floue. Oui, j'ai des interlocuteurs au sein d'Apple, que ce soit en France ou quand des responsables à plus haut niveau à échelle mondiale d'Apple passent par la France, des gens très très haut placés à l'intérieur de la structure d'Apple. On a des conversations... non, je donnerai pas de nom. On a des conversations très très vives. Moi, j'ai eu des conversations très très vives. Alors ça, c'est avantage quand on parle avec des gens qui ont cette culture américaine de pouvoir parler, de manière assez friendly. Alors c'est friendly dans la forme, mais c'est du commerce, c'est du business très 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 ferme sur le fond. Donc au moins les choses sont claires et on peut parler de manière assez brutale. Et moi j'ai parlé très très brutalement avec Apple en leur disant que les conditions qui nous étaient faites étaient des conditions absolument inacceptables. Et on n'est pas là pour parler de morale ou de moralité ou même de l'intérêt démocratique de la presse ou de l'utilité démocratique de la presse. Ce ne sont pas des arguments qu'ils entendent ni des arguments qui font mouche auprès d'eux. Ce n'est pas le sujet pour Apple que de dire avec les tarifs que vous pratiquez, avec les conditions que vous nous faites, nous ne pouvons pas faire vivre une rédaction et nous ne pouvons pas produire de l'information de qualité. Ces sujets-là ne les intéressent pas. Donc parlons exclusivement business et voyons ce qu'offrent comme condition les concurrents d'Apple. Les concurrents d'Apple, que ce soit Amazon ou Google, offrent de meilleures conditions. Donc faisons jouer les lois du marché et appliquons-les à Apple. Il se trouve qu'Apple aujourd'hui est en situation de monopole sur les tablettes. Voilà, c'est ça le problème. Et que la situation de monopole, ça donne énormément de pouvoir, mais ça va finir à un moment aussi par créer un certain nombre de responsabilités. Parce que le revers du pouvoir, c'est l'exercice aussi d'un certain nombre de responsabilités. Et en attendant, le kiosque est vide, et je peux vous dire que chez Apple, que ce soit au niveau français ou au niveau international, au niveau de l'entreprise, et je vais le dire là très franchement, ils sont bien emmerdés que le kiosque français soit vide, d'autant qu'un certain nombre d'acteurs européens de la presse commencent à regarder le kiosque français en se disant mais pourquoi le kiosque français est vide? Et si ces petits Français qu'on décrit souvent comme le village d'Astérix, n'avait pas raison de se dire qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu tordu dans ce modèle économique que propose Apple, qu'impose Apple aux acteurs de la presse. Alors, on va se retourner vers l'empire du milieu, je ne sais pas comment on peut l'appeler, l'ancien responsable d'Apple qui connaît bien ce genre de négociation parce qu'il y a participé pendant des années. Monsieur X, concrètement, est-ce que ça te surprend, entre guillemets, je ne sais pas si on peut appeler ça
un impérialisme ou du moins un autisme qui fait qu'ils ne veulent pas discuter, ils ne veulent pas prendre en compte le fait que la presse, du moins en France et en Europe, c'est considéré comme autre chose que simplement de vendre du papier. C'est les droits de l'homme, c'est la liberté, c'est la démocratie. Ça va bien aussi simplement que du chiffre d'affaires. Monsieur X. Non, mais Nicolas l'a très bien expliqué. Hein. La presse, au mieux, est vue comme un média, et un média comme les autres. Il n'y a pas cette notion d'exception culturelle dans la culture corporate d'Apple qui gère ses affaires. Et donc, un livre vaut un titre de presse vaut une série télévision, une série de télé vaut un film, et tout ça a la même valeur. Apple fixe les prix parce que Apple essaye toujours d'avoir un prix unique des médias qu'il vend sur le store iTunes qui soit le même pour donner de la simplicité et de la clarté, et puis impose un modèle économique qui est c'est ça nos conditions, c'est à prendre ou à laisser, parce que Apple sait qu'il représente potentiellement un canal de distribution énorme. Alors Apple s'est retrouvé dans des situations compliquées. Aujourd'hui, c'est avec la presse, par exemple en France, mais ça avait été le cas, souvenez-vous, avec la musique, avec les labels indépendants. Et puis Apple a fait un petit pas en arrière et les indépendants sont venus. En attendant, la tactique d'Apple, elle est toujours la même, et je crois qu'on en avait déjà discuté, face à une situation que je qualifierais un peu quand même de blocage en France. Ils vont aller travailler, et ils l'ont fait aux États-Unis, 1 ou 2 titres emblématiques. Ça pourrait être Le Point, par exemple, en France. Les faire venir peut-être en les favorisant un peu plus, pas tant sur les conditions, hein, mais sur peut-être le développement et le support au développement de leur application, la mise en avant marketing, en espérant que si un titre emblématique comme Le Point vienne sur le store, montre qu'on peut y faire quelque chose, parce qu'ils sont persuadés que ça sera bénéfique pour Le Point, alors les autres vont y venir, et le front uni que présente la PQN en France aujourd'hui avec le kiosque e-Press va casser, et qui vont réussir à négocier avec Jacques, Pierre, Paul dans un coin, et refaire venir toutes les brebis égarées vers le kiosque Apple. Voilà. Juste un mot, Monsieur X. Monsieur X a entièrement raison sur ce point-là, c'est-à-dire que c'est assez amusant de voir les tactiques de négociation derrière, c'est-à-dire que oui, chacun des titres est approché individuellement par Apple dans le but de fissurer le front et de faire jouer à la marge des avantages qu'on présente aux uns comme exclusifs par rapport aux autres. Donc il y a, oui, une tentative d'encercler, de briser le front uni, etc. Pour l'instant, il tient encore, et j'ai énormément de respect pour Le Point, c'est évidemment un très très grand journal, mais les très gros poissons ne sont pas encore tombés dans leur filet, et le front unique tient pour l'instant. Il tiendra ce qu'il tiendra, on verra, on n'est évidemment pas de taille à rivaliser avec un mastodonte comme Apple, mais plus profondément, je dirais même d'un point de vue philosophique, ce sont deux logiques qui s'affrontent. C'est ce que disait Monsieur X, vous avez la customer experience, l'expérience client, qui fait que tous les prix doivent être uniques et simplifiés et harmonisés à l'échelle du monde pour Apple, et vous avez la logique d'un groupe de presse qui est radicalement différente. Nos coûts ne peuvent pas passer sous une toise unique décidée arbitrairement par Apple. Et quand vous lisez la biographie de Steve Jobs, où il y a juste sur 700 pages, 10 pages consacrées à la presse écrite quand Steve Jobs va présenter à New York le prototype de l'iPad, que ce soit le patron à New York, que ce soit le patron au New York Times, voilà, au New York Times et au patron de Time Magazine, les deux lui disent, mais avec les conditions que tu fixes là, tu vas te retrouver de fait le patron de nos journaux, et ils finissent par céder. Nous, on s'est retrouvés avec le kiosque d'Apple dans la même situation, en se disant que si là on cède, c'est la dernière fois où on pourra faire valoir nos droits, vu la taille d'Apple et vu sa position monopolistique sur le marché. Et donc, de toute façon, là, il faut essayer, je dis bien essayer de faire valoir nos droits, parce que, comme éditeur de presse, derrière, on ne pourra plus faire notre métier normalement.
Ouais. Mais c'est intéressant parce que moi je me souviens, on a déjà parlé, souviens-toi, au lancement de l'iPad, parce qu'évidemment tout le monde voyait l'iPad comme le sauveur possible de la presse, enfin ce qui allait arriver après le papier. Bon, finalement on s'est aperçu que les choses n'étaient pas si simples que ça, et déjà pour évidemment les conditions, des questions de conditions commerciales de la part d'Apple, et moi je pensais qu'il y a des choses qui avaient été réglées. Nicolas nous dit tout à l'heure, si tu t'abonnes à un magazine ou à un journal sur le kiosque d'Apple, tu es le client d'Apple et pas l'abonné du journal, c'est-à-dire que le journal n'a pas accès n'aurait pas accès en tout cas à cette ressource qui est tes coordonnées d'abonnés. Il faut savoir qu'aux États-Unis, l'essentiel du revenu que rapporte un abonné, c'est du marketing, c'est-à-dire c'est du ciblage pub. Quand tu vois que tu peux t'abonner à un mensuel, il n'y a pas de vente, quasiment pas de vente au numéro aux États-Unis en fait. Oui, et puis tu peux t'abonner à un mensuel pour $10 par an. Enfin, ça vaut absolument rien. Ce que tu rapportes, c'est de la pub, c'est un peu de la trésorerie, ça c'est des histoires de presse, mais c'est d'abord de la pub. Les conditions, Apple était revenu là-dessus en disant bon, ok, alors on partagera les fichiers marketing avec vous. Bref, nos clients, vos abonnés seront nos clients. Enfin, on va se débrouiller. Ça, en France, c'est pas le cas. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'abonne sur le kiosque français. Voilà, alors c'est très très compliqué parce que on peut s'abonner sur le site de Libération, on peut s'abonner via le kiosque d'Apple. Nous, on a tout intérêt à ce que nos lecteurs s'abonnent sur le site de Libération, où on peut à ce moment-là, avoir une relation personnelle avec eux. Mais Nicolas, à partir du moment, je finis d'une phrase. À partir du moment où ils s'abonnent via iTunes, à partir du moment où ils s'abonnent via le kiosque d'Apple, l'iPhone ou l'iPad, on perd toute forme de relation client avec eux. Or, les abonnés, c'est avoir la relation directe avec les abonnés, c'est une chose absolument essentielle. Mais je voudrais juste à ce stade faire une précision. Il y a une dimension commerciale dans la question des tablettes. Il y a ensuite la question des tablettes en elles-mêmes. Ce n'est pas parce que à ce stade le kiosque d'Apple est vide que la question des tablettes est fermée et condamnée. Il va de soi que la question des tablettes engage une énorme part de l'avenir de la presse. Ça, on peut en traiter dans un deuxième temps, si vous voulez bien. C'est ce qui est prévu. Mais pour revenir sur la polémique du moment, à savoir qu'aujourd'hui, il vous oblige, il t'oblige aujourd'hui, si donc un lecteur s'abonne via l'application iPhone ou iPad au journal, à reverser 30% de l'abonnement, on est bien d'accord. Par contre, si il voulait, moi j'avais lu qu'il voulait auparavant que même si de couper le lien, c'est-à-dire en clair, s'il y avait un lien sur l'application, sur le site de Libération pour pouvoir s'abonner sans passer par l'application et donc ne pas verser les 30%, il bloquait les applications. Il y a des choses qui ont été revues. Il y a des choses qui ont été revues à la marge et qui ont été concédées, à la marge. Mais le dur du problème reste entier. C'est-à-dire que le dur du problème, c'est les commissions de 30%, les données et la fixation des prix. Ça reste le dur du problème. Et sur ce dur-là, on n'a pas évolué. Ensuite, il y a des petits détails. Je vais vous donner un exemple. Tous les titres de la presse que j'ai cités tout à l'heure qui ont refusé d'aller dans le kiosque. Tous ces titres-là se sont regroupés dans un groupement d'intérêt économique, GIE, qui a créé son propre kiosque numérique qui s'appelle e-Press, qui a une application. Alors nous, on a voulu développer aussi le push pour que chaque matin, nos abonnés puissent avoir, en se réveillant sur leur tablette ou sur leur téléphone, leurs éditions poussées dans leur matériel automatiquement. Interdiction de la part d'Apple. Le push, c'est uniquement pour le kiosque d'Apple, c'est pas pour les autres kiosques, sinon ce serait trop simple. Alors moi j'ai demandé aux gens d'Apple que j'ai vus pourquoi est-ce qu'ils se réservaient les technologies sympathiques pour l'expérience client, pour la customer experience, pourquoi ils se les réservaient pour eux. Réponse, oui, non, le push, ça produirait un certain nombre de problèmes dans nos serveurs, ce serait trop compliqué, etc. Bullshit, comme je leur ai dit, ça c'est bullshit. En fait, vous voyez que ils nous disent, si vous venez pas dans notre kiosque, développer vos propres applications, ce qu'on a fait, mais en même temps, on peut pas les développer à armes égales. On n'a pas le droit à toutes les technologies. Donc c'est quand même très très compliqué, quoi. Mais c'est en même temps passionnant de voir ça en direct, évidemment. Alors, il y a quand même un journal qui a pris une position tout à fait différente, un journal européen d'ailleurs, c'est important de le souligner, il est britannique, c'est le Financial Times qui a choisi une toute autre voie, qui est également en guerre ouverte avec Apple pour essayer de négocier, justement, de pouvoir avoir un peu plus de marge, parce que 30% de marge dans la presse, je ne connais pas beaucoup de quotidiens et encore moins de magazines qui puissent marger à 30% de nos jours, en tout cas en France, ce serait merveilleux si ça pouvait exister, mais il faut leur dire, Apple, ça n'existe pas.
Et ce quotidien économique, donc le Financial Times, a trouvé une solution dans la mesure où il ne propose pas une application, mais il propose un site mobile en HTML5. Est-ce que ce serait éventuellement une solution pour la Libération, Nicolas ? Oui, et c'est évidemment un modèle, qu'on a regardé. C'est des choix technologiques qui n'ont pas été faits par Libération. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a plusieurs moyens d'attaquer le problème, mais ce problème nous remet à chaque fois face à la dure loi de ce qu'est devenu le rapport de force du monde numérique. C'est que on a pensé à un moment que content is king, que le contenu est roi. On s'aperçoit aujourd'hui que le tuyau est roi et que plus que le tuyau, c'est aussi le fabricant d'objets et le fabricant de ce qui est au bout de tablettes, de téléphones, etc. Et que ce qui passe par les tuyaux, au fond, est réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire à l'acteur le plus faible du système. Donc ensuite, on est quand même producteur d'une valeur qui est une valeur très très particulière puisqu'elle circule sur un double marché quand on prend l'information. Elle circule certes sur un marché économique puisque un journal, ça s'achète, ça circule sur le marché normal, mais ça circule aussi sur un autre marché, qui est un marché plus symbolique, civique, démocratique, et ça fait de nous une marchandise assez particulière. Et le nouveau capitalisme numérique ignore cette double dimension de l'information. Et il faut donc simplement, je finis ma phrase, il faut donc simplement trouver les moyens. C'est important. Il faut simplement trouver les moyens d'avoir des modèles économiques qui nous permettent de faire circuler cette marchandise particulière et de la payer, de la fabriquer. Ce capitalisme que tu décrivais, au-delà, ce qu'on ressent, et c'est vrai que depuis maintenant presque 2 ans qu'on fait ce podcast, beaucoup d'interlocuteurs nous le décrivent, c'est cette position très américano-centrique d'Apple qui fait qu'il n'y a plus de relais locaux comme il pouvait y avoir autrefois. Ça, c'est cette forme de mondialisation qui veut ça, mais qui est vraiment qui va beaucoup plus loin dans les nouvelles technologies, puisque la technologie permet de le faire plus facilement et de couper les liens locaux grâce à Internet notamment. Et c'est quand même fou qu'aujourd'hui, un journal qui a la posture et l'audience de la Libération ou du Monde ou l'ensemble de la presse ne puisse pas avoir un contact privilégié en France avec un responsable d'Apple qui gère ce dossier. Moi, ça me semble hallucinant. Écoutez, vous dites que c'est une position américaine. C'est pas une position américaine. C'est une position. Tout est géré, tout est centralisé là-bas. Non, c'est ça mais l'unité géographique du pays ou de la nation n'existe plus. Moi, c'est ce qui me frappe quand je parle avec les gens d'Apple, c'est que le pays n'est plus une unité pertinente. C'est la zone géographique qu'il est, c'est l'ère géographique, c'est le quart de monde, c'est la planète. Et voilà, ça ignore les frontières. Enfin, vous avez face à vous l'image concrète de la mondialisation. Vous rencontrez la mondialisation quand vous rencontrez les gens d'Apple. Cette idée-là sur laquelle vous pouvez écrire comme journaliste, sur laquelle vous pouvez lire des livres, vous la rencontrez physiquement quand vous avez quelqu'un d'Apple devant vous. Vous lui dites, moi en France, Libération, quand je le fais, ça coûte tant, ça coûte ceci, ça coûte cela. Vous avez quelqu'un en face de vous qui ne comprend quasiment plus de quoi vous lui parlez, parce que lui, son unité de lieu, ça n'est plus le pays, c'est le monde. Donc, il faut pouvoir vendre au même prix dans le monde entier et offrir des produits, et offrir des produits qui offrent la même expérience à des clients dans le monde entier. Donc, vous n'êtes plus dans le même espace-temps. Rodrigo, ce serait intéressant d'avoir ta réaction, toi qui côtoie tous les jours ce genre de personnage, tu évolues dans cet univers chaque jour. Est-ce que tu crois que justement ce positionnement très français, très européen, a une chance de pouvoir avoir une chance d'être écouté, avoir une caisse de résonance aujourd'hui dans la Silicon Valley en tout cas? J'ai envie de répondre à plusieurs niveaux. Nicolas disait à l'instant, on change d'espace-temps et c'est un petit peu ça. Moi, la réaction d'Apple, le comportement d'Apple me fait penser à un comportement monopolistique qui sera forcément attaqué au niveau européen. Néanmoins, ça va prendre... D'ici là. Voilà. Néanmoins, ça va prendre quelques années
Je ne me souviens plus, le procès de Microsoft avait pris, vous vous souvenez, pour juste enlever le browser du système d'exploitation, ça avait pris 7 ans, me semble-t-il. Même plus que ça. Donc, ça va être résolu à terme, et ce type de comportement, ce type de diktat de négociation va être amendé, en tout cas par un régulateur, et la position européenne comme région sera prise en compte. D'ici là, beaucoup de choses vont se passer. Je vous rappelle que l'iPad a moins de 2 ans, et que c'est une révolution. Et Nicolas parlait tout à l'heure de la tablette. On parlera peut-être du Kindle Fire et d'autres alternatives à la tablette, et peut-être des tablettes Android. Mais effectivement, je trouve assez incohérent le jeu que fait Apple sur les 3 dimensions dont parlait à l'instant Nicolas. Pour le reprendre, 30%, c'est la même commission qu'ils prennent aux développeurs pour la vente d'applications. Je vais rappeler juste que le logiciel est une industrie un petit peu comme le parfum qui marge à plus de 90% une fois qu'on a fait le développement. La vente supplémentaire incrémentale est quasiment nulle. De l'univers de la presse, on est bien d'accord. Attends, donc on doit pouvoir le vendre. La presse, c'est un produit que l'on va fabriquer tous les jours, donc il y a un coût tous les jours, donc cet incrément quelque part disparaît. 30% c'est beaucoup, tu le soulignais Olivier, on ne peut pas donner 30% de sa marge à quelqu'un, sauf si on regarde en détail la distribution, combien ça coûte, les retours papier, etc. etc. Ça, je n'ai pas les détails de l'IB. Ça pourrait fonctionner et on pourrait en microéconomie compenser la chute du prix par de la quantité, peut-être. La deuxième chose, qui est le non-partage des clients. Ça, c'est aberrant. Ça, effectivement, j'ai rencontré absolument partout. N'importe quelle start-up qui essaie de vendre quelque chose en partenariat avec un grand compte est confronté à cela. Le grand compte, il dit c'est à moi. La start-up, il dit mais j'en veux aussi. C'est un petit peu le même débat de David et Goliath. Quelque part, il faut considérer Apple comme un grossiste et donc les responsabilités du grossiste. La question sous-jacente, c'est le contrat pour tester ce marché avec Apple et de combien de temps ? Est-ce qu'on peut se retirer sur un certain nombre de critères ? Est-ce qu'on peut se retirer au bout d'un an et se dire non, je ne suis plus là parce que ce n'est pas rentable ? Le dernier point, là, me semble totalement aberrant, le fait que Apple impose un prix unique ou 2 prix uniques. On n'a jamais vu ça. Une entreprise a besoin de s'adapter à son marché, de faire évoluer son prix, de refléter son coût. On ne peut pas vendre à perte, c'est interdit d'ailleurs le dumping. Ça me semble assez aberrant. Donc des positions dures de négo comme ça, on en voit tout le temps. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Donc mes questions pour Nicolas sont, je ne sais pas s'il peut répondre, mais quel serait l'ordre de la cannibalisation des ventes sur tablette, et en particulier iPad, s'il passait sur un iPad ? Combien ça prendrait de clients aujourd'hui, ou d'abonnés, ou de lecteurs sur la partie... Et il est déjà sur iPad aujourd'hui. Oui, mais sur le store... Il peut te répondre. Peut-être que c'est insignifiant au départ et que c'est une manière de tester quelque chose, du point de vue marketing, et de trouver d'autres relais. Et quelles sont ces alternatives ? S'il ne va pas sur l'iPad, il va où ? Alors moi c'est ce que disait Olivier, hein. On est sur iPad via notre application. Via l'App Store, pas le stand. Voilà, on n'est pas dans le kiosque d'Apple, mais on a une application Libé sur iOS. Et on a également la présence de Libé dans l'application e-press du GIE dont je parlais tout à l'heure. Ce qui est bien avec On refait le Mac, c'est qu'on peut avoir de vraies conversations de geeks sans faire de notes de bas de page. Donc, on est présent sur les tablettes. Moi, à ce stade, je parle pas de cannibalisation. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'on a pour l'instant 2 marchés parallèles. On a 2 marchés parallèles. On a le kiosque qui continue à vivre sa vie, et on a l'essor du kiosque numérique, pour prendre la même métaphore, c'est-à-dire de la lecture digitale, qui est en train également de prendre son propre essor. Donc les 2 marchés ne se cannibalisent pas, et je pense qu'on est dans une phase de transition qui est une phase assez grise, s'il fallait lui donner une couleur, et que la digitalisation du monde, de mon point de vue, ne va pas assez vite. Je serai très heureux le jour où tout le monde sera équipé d'une tablette et aura pris le pli de la
la lecture digitale. Moi, je vais vous dire comment je fonctionne. Quand j'étais matinalier à la radio, pour pouvoir gagner du temps, je lisais toute la presse. J'étais abonné à l'ensemble des titres. Je lisais toute la presse sur mon Mac la nuit dans ma cuisine. Ça me permettait de gagner un temps très très précieux et de pouvoir lire la presse en pleine nuit avant d'arriver à la radio. Et donc j'ai pris le pli de la lecture digitale déjà depuis des années. Et quel plaisir en se levant le matin d'avoir son kiosque digital tout chargé dans son ordinateur, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, d'avoir tous les journaux chez soi en même temps que sa tasse à café. Et donc c'est un plaisir qui est le plaisir et le confort de la presse à domicile, en calbar, décoiffé. Et je peux vous dire que quand je suis décoiffé, c'est une absolue catastrophe. Et avant d'avoir avalé 1,5 litre de café, je ne peux adresser la parole à personne. Donc je suis resté un très gros consommateur de presse, un très gros lecteur de journaux, et ça n'a absolument pas cannibalisé. Je dirais qu'importe le support au fond. Et là, pour l'instant, les deux marchés sont parallèles. La presse écrite papier est très chère. La presse écrite dans ses éditions digitales l'est encore beaucoup moins. Et le marché n'est pas encore équipé. Mais je crois que la tablette sera vraiment un élément extraordinairement important pour l'avenir de nos métiers. Je continue à le croire. On est dans une phase de transition qui est passionnante là, mais la poussière n'est pas encore retombée sur le terrain. Je peux faire une petite question juste technique. Le préchargement la nuit, est-ce que c'est pas juste un débat temporaire? Quand on aura plus de débit mobile, soit en Wi-Fi, aujourd'hui c'est pas le cas, soit en Wi-Fi, soit en 4G, finalement on préchargera juste la page d'après ou 2 pages plus loin. Est-ce que c'est un vrai débat, le fait d'avoir un kiosque qui précharge la nuit? Les avis sont partagés. Moi, je trouve que c'est un confort supplémentaire. Alors moi, j'ai peut-être déjà, même si ça fait que 9 mois que je suis à Libé, j'ai peut-être déjà intégré l'idée que les lecteurs ne vont plus si facilement que ça vers la presse écrite. J'en sais rien. Je me dis en tout cas qu'il faut leur offrir le maximum de confort possible et qu'à ce stade, si Apple nous laissait pousser nos éditions dans notre application, ce serait un confort supplémentaire. Je ne pense pas que ce soit un élément déterminant. Mais si on peut offrir un peu plus de confort dans le paquet cadeau, allons-y. Non seulement il est condamnable, je dirais commercialement, mais il y a des progrès à faire, Apple, en matière de technique, parce que tu le disais, parfois il est nécessaire d'avoir un préchargement. Ce qui fait la beauté de l'art, ce qui a fait le succès d'Apple, d'iTunes, c'est l'instantanéité. On l'a déjà dit, pour télécharger un MP3, on l'a instantanément. Quand il faut, dans le cas par exemple du magazine américain Wired, qu'il faut près d'une demi-heure, en gros, pour télécharger un magazine en entier, c'est juste pas possible. Elle est où l'instantanéité? Donc il y a vraiment aussi une réflexion à avoir sur le côté technique de ce store pour qu'on prenne du plaisir et du confort. Je crois que c'est important. Et Apple n'a pas été au bout de sa logique, même s'il y a eu des progrès qui ont été faits, puisque pour prendre l'exemple de l'application Libération, lorsqu'elle est sortie au moment de l'iPad, puisque ça a été l'un des premiers quotidiens disponibles sur l'iPad, il fallait attendre que l'application soit téléchargée en totalité pour pouvoir lire le quotidien en entier. Maintenant, on commence à lire les pages et il continue à se télécharger progressivement. Mais voilà, il y a aussi des problèmes techniques à faire. Rodrigo parlait d'alternatives. Alors là, je me tourne vers Cédric. Quelles sont les vraies alternatives aujourd'hui? On sait que Google essaie de faire du doping. C'est les développeurs d'applications aujourd'hui, beaucoup. Est-ce que c'est le cas aussi pour la presse, Cédric? Alors, il n'y a pas encore de kiosque Google de la presse. D'abord parce que c'est compliqué. Ils sont un peu en retard encore sur le chantier. Ouais, mais et puis honnêtement, je pense qu'ils sont conscients du fait que c'est pas forcément le cœur de leur métier. C'est pas là où ils sont le meilleur, et c'est beaucoup d'emmerdes. Regarde comment ils se sont quand même cassé la nénette avec les livres. Les livres qui sont quand même, pour eux, c'est de l'ordre du pouillème de l'activité. C'est intéressant en termes de, j'ai envie de dire, de data mining, et puis ça rend un vrai service de dire on va mettre en ligne tous ces livres qui finalement ne sont plus édités. Mais regarde le nombre de procès, de machin, de négo pays par pays, c'est encore en train d'évoluer chez nous. Donc je pense que la presse, ils y vont, ils préféreraient que chaque titre de presse fasse son application. Et alors là, par contre, c'est gratuit, enfin ça mérite d'être... Donc on va dire que les choses sont plus simples à gérer dans le monde Android. C'est peut-être de là que va venir je dirais pas la salvation, parce que de toute façon, il y aura toujours un Apple, et ce sera toujours important. Mais à partir du moment où, comme on l'a vu là, Apple perd des parts de marché face à Android, et où c'est
c'est plus une alternative, mais c'est un concurrent presque dominant, tout à coup, peut-être qu'on va voir l'émergence d'un nouvel Apple, peut-être plus enclin à négocier et à pas dire bêtement, parce que j'ai pas réussi à poser tout à l'heure la question à Nicolas. Quand on vous dit c'est 79 centimes ou un 49, ce qui est une sorte, c'est quand même un 39. Un 39, c'est quand même une connerie, c'est gigantesque, quoi. J'imagine que vous leur dites oui, mais non, mais c'est pas possible. Et pourquoi? On vous répond à ça? On te dit ah bah non, mais on dit juste c'est comme ça, ou on dit où il y a des raisons comme ça. à cela? Non, c'est comme ça. C'est comme ça en fait, c'est-à-dire que dans ces moments-là, c'est la fameuse customer experience, c'est-à-dire que on ne peut pas. Amazing, huge. Oui, c'est ça. Non, mais la réponse, elle mérite d'être très claire, c'est que du Cap à Shanghai, de Cupertino à Paris, de Berlin à Oslo, il faut que les gens aient la même customer experience à travers nos produits et que nos grilles tarifaires soient à peu près les mêmes et qu'elles soient à peu près alignées, et c'est comme ça. Et puis en plus directement dérivé du dollar, ce qui pour Libération n'a absolument aucun sens. Voilà, donc on n'a même pas de là c'est même pas des marges de négociation, c'est des marges de discussion, puisque on a en face un modèle qui est quand même magnifiquement pensé, parce que c'est vrai que on est tous schizophrènes aussi, parce que quand on est face à iTunes en train d'acheter de la musique, on se dit ah oui, c'est quand même sacrément bien pensé, parce que le coût du 0,99 ça nous a quand même séduit, la simplicité d'utilisation d'un iPhone elle est révolutionnaire, moi je suis un Apple maniaque, mon surnom est Dr Mac, d'accord, c'est beau. Oui, j'aide la totalité de mes potes et de ma famille à paramétrer ces Mac, à passer de MobileMe à iCloud et de iOS machin à iOS truc. Donc moi je suis un fan d'Apple absolu, total depuis toujours, et je suis totalement traversé par la schizophrénie de ces produits-là, qui sont génialement pensés évidemment, mais qui sont assis sur des lois et des logiques commerciales d'une brutalité qu'il faut pouvoir pointer, décrire, démonter, et aujourd'hui dans la position qui est la mienne, qu'il faut savoir combattre. Et Rodrigo, tu disais tout à l'heure quand on parlait des aires géographiques, la France a mené à un moment un combat pour un concept qui était archi minoritaire à l'échelle du monde, qui était l'exception culturelle, et c'est un combat qui a fait tache d'huile à l'échelle des négociations commerciales mondiales, qui a été de dire la culture est une marchandise de nature différente que le colza, les pneus, le pétrole et les clous. Donc peut-être qu'il faut aussi à un moment un changement de paradigme, un changement de concept, pour dire que l'information est une marchandise de nature différente que le colza, le pétrole, les pneus et les clous. Et que, en attendant de trouver un autre modèle économique, il faut peut-être protéger cette marchandise, ou en tout cas la penser différemment. Parce que le temps qu'on trouve un nouveau modèle économique, tous les journaux auront peut-être mis la clé sous la porte, et ça posera quand même un sacré problème démocratique. Or, je finis là-dessus, rassurez-vous, je vais arrêter de parler. Comme on le disait tout à l'heure, Apple... Vous n'auriez pas fait de la radio pendant des années, Nicolas. Apple se fout de la démocratie parce que ça empêche Apple de vendre des téléphones en Chine, en Russie, en Arabie Saoudite, etc. Et donc, une marque globale comme ça ne peut pas rentrer dans ces débats-là. Et donc, si vous voulez, il faut à ce moment-là penser le problème, essayer de penser le problème différemment. Alors, il y aura très certainement des actions à l'échelle... d'Apple, hein. Oui, non, mais il y aura très certainement des actions à échelle européenne sur les questions de monopole, de concurrence, etc. Mais il y a sans doute aussi un travail de réflexion du point de vue de la définition même de ce qu'est cette marchandise particulière qui est une information. Il y a un dernier point, une réflexion sur le monopole. Il va falloir avancer, Rodrigo. Sur le monopole, pour Nicolas, j'ai travaillé il y a quelques années dans une boîte qui a copié Netflix, la location de DVD en France. Donc, il nous est arrivé de négocier pendant de longs mois avec les studios pour les droits, et on payait un minimum garanti. Et Spotify, je disais à Papy à l'instant, aussi a versé $150 millions de minimum garanti aux studios.
Et là, la relation est complètement asymétrique, parce que les studios sont plus que 3 de musique, les studios de cinéma sont 4 ou 5, et la presse est totalement morcelée et fragmentée de par le monde. Donc, il y a du minimum garanti qui est payé pour les films. C'est pour la moins musique. évident quand même, Rodrigo, aux États-Unis, ce que tu dis, mais bon. Mais pas du tout sur la presse. Ouais. Mais c'est peut-être pour ça qu'il faut penser l'information à ce moment-là. Ouais. Moi, j'aimerais juste. C'est dommage. Oui, monsieur X, mais vite. Je voudrais juste rajouter un tout petit compliment à ce que disait, qui c'est notre point de départ, notre dernier point de départ, ce que disait Cédric, qui est quelle alternative à Apple. On parle de Google. Moi, je pense que dans la prise en compte des alternatives, il ne faut pas regarder que le modèle économique. Il faut regarder une chose qui est, à mon avis, essentielle, qui est quand Apple met à disposition dans son kiosque un journal, ils ont le rôle pour moi, en quelque sorte, de super éditeur, mais aussi de censeur. Et moi, c'est plutôt ça qui me fait peur. C'est-à-dire que Apple, si tout le monde va chez eux, peut, comme pour les applis, décider sur tel ou tel critère de refuser une appli. Et là, on touche peut-être, alors de la morale, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tous les cas, une certaine conception de la morale. On a vu des choses... Ah non, mais il y a des exemples. Oui. Il y a des exemples concrets, ouais. Et moi, je me dis, si tout le monde va sur le kiosque d'Apple, est-ce que je suis sûr que tous les journaux que j'ai dans mon kiosque en bas de chez moi le matin, Apple va les laisser passer? Et là, j'ai un doute. Et je reprendrai un petit exemple que moi, j'ai vécu chez Apple, du temps où Apple France avait un peu d'influence sur ce qui se passait. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, malheureusement. Dans Safari, la version française de Safari qui vient précharger sur les Mac en français, un certain nombre de sites web dans les favoris, préchargés avec la machine. Et dans ces favoris, il y avait toute une section sites web des journaux. Et un jour, j'ai eu maille à partir avec mes collègues de Cupertino parce que on avait fait mettre, historiquement, mais aussi parce qu'on aimait ce site internet, le site internet du Monde diplomatique. Et quand est venue une nouvelle version de Safari, la personne qui, dans mon équipe, était chargée de valider la liste des sites internet des journaux qu'on proposait, s'est vu recevoir un mail en disant « Ignacio Ramonet, le rédacteur en chef du Monde diplomatique, et le Monde diplomatique en général, ce sont des communistes patentés. Et on pense que c'est pas une bonne chose que leur site web soit dans les sites proposés, préchargés en standard sur Safari en français. » Alors les choses ont peut-être changé chez Apple, mais la tentation reste forte, et tout passer par le même tuyau, se pose la question, entre guillemets, du choix, voire de la censure, qui pour moi, au mieux, doit être une fonction régalienne de l'État, mais certainement pas d'une société comme Apple. Et c'est ça, moi qui en termes d'alternative, vraiment me travaille au ventre, et je me dis qu'il faut regarder ça en plus de la partie business model, parce qu'on sait que la partie business model, ça se réglera un jour. Et puis les journaux en profiteront, en tous les cas ceux qui auront survécu. Non mais l'exemple le plus proche dont je me souvienne, mais je suis prêt à être corrigé là-dessus, c'est Charlie Hebdo, à qui ses abonnés disaient mais pourquoi il n'y a pas une application Charlie Hebdo, etc. Et ils ont hésité à la faire, et si mes souvenirs sont bons, mais peut-être que ça a changé depuis, ils ne l'ont pas fait. Très loin, hein. Oui, en plus je sais qu'ils sont, ils sont hébergés chez Nicolas. Ça y est, ils sont partis. Ils ont retrouvé des mètres carrés. Ils avaient fini par ne pas faire d'application, justement parce qu'ils disaient on n'est même pas sûr qu'elle puisse être validée. C'est-à-dire on peut pas approcher Apple avant en disant voilà à quoi ça ressemblerait, qu'est-ce que vous en pensez avant qu'on se lance dans le développement, et il dit on va pas investir dans une application qui serait retoquée pour des problèmes de contenu. Ils ont même pas, si mes souvenirs sont bons, ils n'ont même pas essayé d'en faire une en disant ça. C'est la même chose pour les développeurs. Aujourd'hui, un développeur va pas se lancer sur un truc qui va coûter 20, 30, 40, s'il n'est pas sûr de le faire. Bien sûr. Au-delà, aux États-Unis, il y a un célèbre caricaturiste qui a reçu le prix Pulitzer, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave, qui s'est vu retoquer son recueil de caricatures parce qu'il considérait que c'était une atteinte. Apple considérait que c'était une atteinte aux images des gens qui étaient caricaturés. Et puis, lorsqu'il a reçu le prix Pulitzer, finalement, l'application est arrivée. Donc, on voit que c'est pas très clair. On parlait beaucoup de modèle économique, un frein important parce que dans l'esprit des gens, dans l'imaginaire des gens, on se dit c'est du numérique, donc ça coûte rien. Il n'y a pas d'impression, il n'y a pas de distribution, donc ça devrait faire une économie pour les titres de presse en France. Ce que les gens ne savent pas, c'est que dans le modèle économique, il y a le taux de la TVA qui est différent entre la version papier et la version numérique. On espérait, nous, les professionnels de la presse, un petit coup de main du gouvernement, et il n'est pas vraiment venu, Nicolas. La TVA va augmenter, t'as pas compris, Olivier. Oui. Non, mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, et c'est extrêmement paradoxal, mais pour le dire d'une formule sans rentrer dans le détail des chiffres, un éditeur de presse continue à mieux gagner sa vie
en 2012 en vendant des journaux en kiosque, qu'en les vendant sur Internet, enfin en format digital, quelle que soit la tablette, la formule, le kiosque, pas le kiosque, etc. Donc il y a quand même un vrai problème, un énorme problème. La TVA est à 19,6 sur le numérique et à 2,10 sur le papier. Donc ça fait un écart énorme. Vous rajoutez les 30% Apple, vous mangez... qui partent, et ça correspond grosso modo au coût d'impression et au coût de distribution. Oui, voilà, mais il n'y a pas le papier et puis il n'y a pas la distribution. Hein. Mais ça mange le papier et la distribution. Quand tu enlèves 47%. C'est quasiment pareil. C'est quasiment pareil. Non, mais c'est une constante. La presse se plaint toujours de sa distribution. Moi, quand je travaillais en presse magazine, on disait pique-pendre les NMPP, ces incapables qui prennent de l'argent. On dit pas ça. On dit pas ça. Sinon, ils se mettent en grève demain matin. On dit pas ça. Ça, c'est LCI. D'ailleurs, ça ne s'appelle plus les NMPP. Exactement. Démenti souriant, mais ferme et formel. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on se plaint toujours un peu de sa distribution parce que ça coûte de l'argent. Mais c'est vrai qu'on imaginait qu'en passant au numérique, ces coûts de distribution tomberaient à presque zéro. C'est pas vrai du tout. Voilà. Il y en a d'autres qui sont quasi équivalents au prix de la distribution et de l'impression physique. Voilà. Donc parfois, ça coûte plus cher de produire une édition numérique qu'une édition papier, sachant que l'édition numérique, il faut l'enrichir avec des contenus multimédia, ce qui est un surcoût. Voilà. Et donc, dans la dernière loi de finances qui a été votée à l'Assemblée nationale en décembre dernier, l'aspect de baisse de TVA sur la presse a été un petit peu... ils ont fait pomme Z, ils l'ont carrément jeté à la poubelle. C'est un peu dommage, Nicolas, puisque un autre secteur important en matière d'exception culturelle, c'est le livre, c'est l'édition. Et cette industrie-là, si on peut l'appeler ainsi, elle a eu sa baisse de TVA sur le numérique. C'est quand même dommage. Oui, mais il y a un certain nombre de chantiers très très lourds qui sont devant nous, je pense, sur le toilettage entre guillemets, mais c'est carrément là, c'est pas du toilettage, c'est du changement d'OS, c'est de l'upgrade majeur pour un certain nombre de dispositions législatives sur la presse, parce que on s'aperçoit que les textes qui existent pour les formats papier sont totalement déphasés par rapport à la réalité digitale, et il faut repenser un certain nombre d'outils pour tout ce qui est de l'ordre du monde digital, les taux de TVA, etc. Rentrons pas dans les détails, mais sachant qu'on ne pourra pas faire éternellement l'économie d'une vraie réflexion sur les outils législatifs propres à cette forme très très précise d'objet journalistique, de support journalistique. Bilan, messieurs, 2 ans après le lancement de l'iPad, on peut vraiment dire qu'il y a eu un raz-de-marée sur les ventes de journaux sur tablette, c'est le moins qu'on puisse dire. Concrètement, aujourd'hui, ça représente quoi en chiffres, Libération sur iPad, Nicolas ? Je vous les donnerai pas. Ah, c'est sympa. Non, je vous les donnerai pas parce que je considère, je m'explique sur cette position. Je vous les donnerai pas parce que je considère que ce sont des chiffres extrêmement stratégiques pour l'entreprise. Je vous donnerai simplement les tendances qui sont assez sidérantes par leur croissance. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis déjà de très longue date un lecteur de presse au format digital, et je ne fais plus aucune différence sur la nature du support. Ce qui m'intéresse, c'est de lire du journalisme de qualité, que ce soit sur un téléphone, une tablette, un bout de papier ou un écran d'ordinateur. Donc, ce qu'on voit, c'est que le trend est un trend à la hausse et extrêmement puissant, et qu'aujourd'hui, les éditions digitales de Libération, que ce soit achat à l'acte, que ce soit abonnement, etc., participent très très fortement de la croissance de la diffusion du titre. Donc, on n'est absolument pas déçu, loin de là, et je dis bien loin de là, des investissements qu'on a fait pour être sur les tablettes, pour être sur les mobiles, et que ce soit la lecture du journal sur tablette ou la fréquentation des flux sur tablette, tout ça est en hausse permanente, et on est très très au-delà de nos objectifs. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la tablette a permis de redessiner des contours dans l'immensité du web, et si vous voulez, de reprendre en main
un bout de réalité par rapport au continent gigantesque qui ne peut pas être agrégé par Google Actu, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je sais pas comment dire. Ce qu'une tablette vous permet, c'est à nouveau de faire valoir le travail éditorial, qui est un travail de choix, de hiérarchie, etc. Et de le faire valoir pour ce qu'il est, à savoir un vrai travail, et donc pour ce qu'il vaut. Donc de pouvoir le vendre. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était sans doute une pièce très très importante de l'avenir, parce que ça permettait de remettre dans l'esprit de l'utilisateur que ce travail-là avait une valeur, une utilité et donc un prix. Et ça, c'est un travail de très long terme. On n'a pas de chiffres de Libération, Nicolas, mais on a... ça, je peux vous dire, vous les aurez pas. Bon, mais moi j'ai trouvé les chiffres du Point, qui eux sont sur le newsstand depuis quelques semaines, qui font cavalier seul pour le moment. Donc c'est dans les Échos que j'ai trouvé ce chiffre. L'hebdo annonce 1500 ventes par semaine. C'est pas non plus une révolution, Nicolas. Sachant que le titre, il est vendu 2,39 € en version numérique contre 4,50 € en version papier. Donc c'est pas non plus. Il y a quoi ? Il y a 1 million d'iPad en France aujourd'hui. C'est pas. Voilà, c'est pas encore le raz-de-marée qu'on attendait. On reçoit tous des très belles pubs de Libération, comme moi ce matin dans ma boîte mail. J'ai vu moi aussi. Me proposant d'abonner pour 1 € au lieu de 12. Avec, ça m'a fait sourire ce matin, uniquement des produits Apple qui illustrent la pub, Nicolas. Un iPhone, un iPad et même un MacBook Pro. Dites-moi, on les a bien changés. Alors... Dr Mac a fait son boulot. C'est la schizophrénie dont je parlais tout à l'heure. Alors, on a quelques chiffres concernant savoir si le kiosque, le newsstand, a eu quelques effets dopants sur les ventes aux États-Unis, puisqu'en France, il n'y a quasiment pas de titre. C'est Condé Nast qui les a donnés, qui est un grand titre, notamment l'éditeur de Vanity Fair ou GQ, ou encore Wired notamment. Ils ont annoncé une augmentation de 268% des abonnements et 142% en numéros depuis l'arrivée du kiosque d'Apple au mois d'octobre. On va suivre, on verra ce que fera le Point dans les semaines qui viennent. Moi, je vous dis très franchement, je me méfie de tous ces chiffres. Quand je me balade sur les différents iTunes, puisqu'on peut changer de pays et voir les classements des titres les plus téléchargés dans les différents kiosques des différents pays, je vois ces chiffres-là, je les vois pour la presse magazine. Je vois des magazines très très hauts. Je vois pas encore de quotidien très très haut dans les classements des titres les plus téléchargés. Je vois pas nécessairement de communiqués triomphalistes d'entreprises de presse, d'éditeurs de presse disant que ça a été... Enfin, je vois pas d'études qui me semblent encore à ce stade suffisamment fiables pour en tirer quoi que ce soit. Le succès du Point est, à mon avis, à ce stade, essentiellement lié au fait qu'il y a rien d'autre dans le kiosque et que quand on... 1500, un succès vraiment... le succès, les chiffres, disons, les chiffres. On disait la même chose pour Wired au tout début, c'était le seul magazine interactif qu'on trouvait sur le truc. Alors, j'ai les chiffres de Wired. Pour les 6 premiers mois de 2011, ils vendent en moyenne 15 167 exemplaires par mois à l'échelle des États-Unis, contre 798 200 exemplaires papier. Donc c'est rien, même aux États-Unis. Ça reste encore vraiment, minoritaire. Voilà. On sait que Steve Jobs, du temps où il était encore parmi nous, était très critique envers les groupes de presse en disant mais ça ne marche pas parce que vous ne savez pas faire. Il faut faire un média dédié, il faut faire un magazine taillé sur mesure sur l'iPad. Alors au-delà, et je te laisserai la parole Nicolas pour savoir si tu es d'accord avec cette vision, il y a eu une expérience qui a été lieu aux États-Unis, c'est Rupert Murdoch, le magnat de la presse australienne entre autres, et américaine et anglaise, qui a lancé son site qui s'appelle The Daily, 30 millions de dollars de budget, le seuil de rentabilité à 500 000 abonnés, ils en sont à 120 000, on est loin du compte. Ton avis, Nicolas ? Je sais pas, moi c'est pas ce qui m'a le plus intéressé dans les très courtes pages que la biographie de Steve Jobs consacre à la presse. Ce qui m'a plus intéressé, c'est la critique extrêmement virulente qu'il formule à l'égard de la presse écrite, parce qu'elle ne me semble pas, elle est féroce comme l'était le personnage, elle est partiellement injuste comme il l'était, mais elle ne me semble pas totalement fausse. Non, pas partiellement. Elle est même assez juste sur un certain nombre de points, c'est-à-dire
dire, si lui est un maniaque de l'expérience client, je pense que l'industrie de la presse écrite ne l'a pas été assez et ne l'a été que trop tard et a appris à l'être alors qu'elle était déjà profondément en crise et qui a eu, ça a été une industrie qui trop longtemps a été repliée sur elle-même, sur son propre nombril, qui a appris dans la douleur à s'ouvrir vers son lecteur, etc., etc. Bref, donc c'est plutôt cette analyse-là d'un type quand même génial dans sa manière de penser le marché, de penser le rapport à la clientèle, de penser le produit dans l'ergonomie, on va dire, la plus parfaite possible. C'est plutôt cet aspect-là, moi, qui m'a très très intéressé dans la biographie, parce que ce regard-là sur un truc en papier, c'est quand même absolument formidable. Et je me disais, qu'est-ce qu'il aurait donné comme patron de presse, ce mec-là? Je pense qu'il serait devenu fou, parce que un journal, c'est un prototype, en fait. C'est un prototype quotidien. Et donc, c'est aussi un art de l'imperfection. Vous pouvez pas faire un journal qui soit parfait tous les jours. Vous pouvez pas passer, comme lui, 6 mois à polir avec John Ives une vis d'iPhone dans un coin. Sinon, votre journal, il est pas dans le kiosque le lendemain. Et donc, c'est un art où il faut apprendre à gérer l'insatisfaction nécessaire à la production d'un prototype quotidien. Et je me disais en lisant ça, il aurait pété les plombs, il serait devenu nécessairement totalement dingue, encore plus dingue qu'il n'était. Mais cela dit, son regard est intéressant. Pour être patron de presse, faut être déjà un peu fou, parce que la presse, c'est un truc où tu perds 50% les mauvaises années, où tu gagnes 3% les bonnes. Donc forcément, et moi il faut être un peu mécène pour être patron de presse. On a tous travaillé pour des patrons de presse qui pensaient qu'ils pouvaient redéfinir le temps et l'espace à leur dimension. Et comme Steve Jobs. Hein. Exactement pareil. Donc finalement, je pense qu'il avait les traits requis pour être patron de presse. Ce sera le mot de la fin pour le débat. On va passer aux questions Twitter. Alors, question Twitter, question de Beb56, elle est destinée à Nicolas. Pourquoi si peu d'enregistrement audio et vidéo dans la version iPad de Libération ? Parce que pour moi, à ce stade, je pense que l'appli, elle doit répondre à une double logique. Être capable de donner un flux d'infos, parce que ça fait partie aujourd'hui du cahier des charges d'un grand média comme Libé, et d'autre part, elle doit présenter ce que sait faire cette entreprise, à savoir un quotidien. Et un quotidien, c'est quand même un petit bijou. Et c'est un petit bijou en soi que l'iPad en lui-même magnifie et permet de lire sur une qualité qui est encore meilleure en termes de photographie, de qualité des blancs, de qualité de la typographie, de qualité de la mise en page. C'est encore meilleur que sur le papier. Et donc, il y a à ce stade, je dis bien à ce stade, remettre ça sous les yeux du lecteur me semble encore plus important que d'enrichir le texte par des contenus. Autre question de Christophe Romei. L'iPad est désormais le 6e périphérique mobile le plus populaire en Europe. Et il permet à Apple de surpasser tous les autres fabricants avec une part d'impression publicitaire de 19,5%. Il est bien documenté, le garçon. Il fait service-mobile.fr, Christophe. Oui. Question simple, pourquoi s'évertuer à faire un modèle payant ? Et comment il paye les journalistes, lui ? Par la pub. Et donc, enfin, je comprends pas la question. En clair, il croit plutôt à un modèle publicitaire financé uniquement par la publicité plutôt qu'un modèle payant. On est sur tablette. Sur tablette aujourd'hui. Ah, ça suffit pas. Non, c'est 30% pour Apple et ensuite 33% pour l'agence. Ça suffit pas. Il reste plus grand chose. Ça suffit pas. Et au-delà, on n'a qu'à voir aujourd'hui, même dans le numérique pur et le digital pur, on a une période assez intéressante pour cela, puisqu'on a vu que Mediapart, pour la première fois, dégageait un bénéfice. Donc il semblerait que le modèle payant par abonnement fonctionne sur le net. Et en même temps, Rue 89, Paradox, qui était un pur player aussi, mais gratuit, s'est vendu au Nouvel Observateur. Donc ça montre que le gratuit, c'est pas forcément... Ouais. C'est pas, voilà. Alors, question de Flo Chambol, est-il possible que ça devienne les éditions iPad un moyen pour la presse online, les pure players, d'avoir une version magazine de leur édition ? Y a Rue 89 a bien une édition papier en kiosque. Elle pourrait, oui, je pense, oui. Je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas, ouais. On a Olivier parlait d'un de mes coups de cœur il y a quelques semaines, Engadget.
qui donc est un blog, qui a un flux tous les jours de mise à jour de news, sort toutes les semaines sur une appli spécifique qui est très chouette, s'appelle Distro, une synthèse des meilleurs articles de la semaine. Donc pour les gens qui ne suivent pas tous les jours, ils peuvent lire ça la semaine, c'est très bien. Et c'est payant au bout d'un moment. Ça permettrait donc à des marques, des pure players, le terme n'est pas très joli, mais du web en matière de presse, de faire payer et de les faire amener tout doucement à venir vers le payant. Messieurs, on va passer à vos coups de cœur. Alors les coups de cœur cette semaine, la première de l'année, on va commencer par Monsieur X. Monsieur X. Alors moi, mon coup de cœur, c'est un petit utilitaire développé par un étudiant danois et qui s'appelle en anglais dans le texte LionTwix. Donc ça fait ce que ça dit dans le nom, ça vous permet de customiser LionTwix. Et à quoi ça sert ? Quand on a une grosse machine comme moi, ça sert à rien, parce qu'on a plein de puissance, mais quand on a un Mac plus ancien, comme le MacBook Air par exemple de mon épouse, le fait de mettre Lion, ça ralentit la machine parce qu'il y a plein d'animations graphiques dans tous les sens. On met LionTwix, et puis on décoche en fait toutes ces animations système, on bénéficie de Lion, mais on retrouve vraiment de la vitesse et de la rapidité, donc le meilleur des deux mondes, Lion et la vitesse, donc LionTwix c'est totalement indispensable. Rodrigo, quel est ton coup de cœur pour ce début d'année ? Pour pas changer, je vais en avoir deux gros. J'ai commencé par une boîte française qui s'appelle Applidium, donc tu les as reçus il n'y a pas longtemps sur autre chose, mais Applidium a fait un petit front-end pour iPhone qui permet de consulter ses stats sur Google Analytics. C'est super joli, ça ressemble à Google Analytics sur le web, ça n'existe pas de chez Google, et c'est fait par eux, et ça s'appelle, allez je vous donne en mille. Ça s'appelle comment ? Analytics. Ah oui, d'accord, ça me rappelle quelque chose. et c'est gratuit, et c'est vachement bien. Franchement, si vous êtes webmaster ou suivez les stats de votre site, c'est super. Alors le deuxième coup de cœur, c'est pour un garçon qui a présenté au web, vous savez la conférence de Loïc Lomer début décembre, moi j'avais acheté son application ultra chère, 9,99 sur le store, et j'ai dit c'est toi qui as fait ça, il m'a dit ouais c'est moi qui ai fait ça, et pas que. Il a fait plusieurs applications musicales. La première s'appelait History of Jazz, c'est super chouette, et c'est une timeline. Tu l'avais déjà présenté, tu l'avais déjà présenté dans le podcast. Ouais, allez sur YouTube voir les designers qui ont dessiné l'interface de History of Jazz. Il a aussi fait une application de Road to Woodstock qui vaut 5,99. C'est pareil, c'est tout Woodstock en musique et une appli, et il se définit comme éditeur de contenu. Mais l'appli dont je vais vous parler, c'est pour iPhone. Ça s'appelle Band of the Day. Allez voir, il a gagné les awards de l'appli de l'année numéro 2 derrière Instagram. Elle est magnifique. C'est vachement bien. Sublime. Vous naviguez dessus. Vous descendez. Alors, c'est peut-être un peu trop compliqué à mon goût. Parfois, les navigations, il y en a un peu dans tous les sens, mais c'est vachement bien. C'est super bien pensé. Et si vous avez l'occasion, allez voir sur YouTube /le web, youtube.com/le web, sa présentation. Il vous explique son obsession pour la perfection de l'interface. Et c'est vachement bien, et le gars est super sympa. La boîte s'appelle 955dreams.com. Bien, Cédric, ton côté, ton coup de cœur. C'est pas un produit, c'est pas une app, c'est un manga. Qui vient de sortir au Japon, ça s'appelle Hanano Androido Gakuen, et et ce que ça veut dire, ça veut dire le collège Android. En gros, ils ont fait un manga où les personnages seraient des marques de téléphone mobile. Ce sont toutes des filles. Vous allez voir, magie de la télé, vous allez les voir à l'écran. Donc il y a Casio, Fuji, il y a LG, il y a Samsung. Elles sont très mignonnes. Sharp, Sony Ericsson, HTC et Motorola. Et il y a un garçon qui s'appelle Apple. Et c'est très mignon parce qu'ils ont réussi à placer le logo de la pomme qui est en fait la coupe de cheveux du garçon. Et voilà, et c'est les aventures d'un collège où les personnages seraient des marques de téléphonie mobile. Je trouve ça absolument délicieux. Donc il y a un épisode sur la sortie du Galaxy Nexus. C'est absolument génial. Il n'y a que les Japonais pour faire des trucs pareils. Il y en a des échantillons gratuits sur le web. Sinon, il faut que vous trouviez un ami japonais pour vous les renvoyer. Voilà. Ça s'appelle Android High School. Merci Cédric. De ton côté, Nicolas, ton ou tes coups de cœur? Moi j'ai 4. Waouh. 4 plus fort que Rodrigo. Ouais, hyper rapide. Le premier coup de cœur, c'est l'affiche de mai 68 qu'il y a derrière Cédric et qui dit presse ne pas avaler, qui est un collector rarissime, absolument magnifique. Mon deuxième coup de cœur, c'est les vis dont je parlais tout à l'heure de l'iPhone
qui ont été vraiment un chef-d'œuvre de Ives et de Steve Jobs. Le soyeux de ce métal est quand même absolument invraisemblable. C'est à pleurer de beauté. Ouais, c'est Dr Mac qui vous le dit. Voilà, c'est redevenu Dr Mac là. Mr Jekyll et Dr Mac. Voilà, ouais. Et les deux derniers, c'est c'est en forme d'auto-promo, c'est l'appli de Libé qui ne bug pas. C'est la nouvelle version. Et l'appli e-press du GIE pour voir qu'un autre kiosque est possible. Existe. Voilà. Bien. Et même le prix vous fera rire. Même le prix vous fera rire. Juste un truc, parce que c'est amusant, ça tombe là maintenant. Oui, un petit message sur Facebook d'un camarade, confrère et ami, Aurélien Viers, qui est directeur adjoint de la rédaction du Nouvel Obs et qui s'occupe du nouvelobs.com et qui, voilà, un peu de backstage, a été l'un des JRI de plein écran il y a 4 ans. On tournait le CES ensemble et qui dit: je pense que les éditeurs passent aujourd'hui 50% de leur temps en négociation avec Google, 50% avec Facebook et puis aussi 50% avec Apple. Voilà. Ça fait des longues journées. Ouais. En ce qui me concerne, 3 coups de cœur. Le premier, c'est pour un petit garçon de 8 ans qui s'appelle Sacha Ledran-Lewin, qui nous regarde chaque semaine. Voilà, j'ai promis de lui faire un petit coucou, c'est fait. L'autre coup de cœur, c'est un petit produit qui est bien pratique pour l'utilisateur d'iPad. Ça s'appelle le Novodio Kit de connexion appareil photo 5 en 1. Je reprends ma respiration. C'est pour iPad 1 et pour iPad 2. Ça vaut 59,90 €. C'est quoi l'intérêt? Vous le verrez sous ces images. C'est qu'il permet de brancher directement sa carte micro SD ou sa carte SD de son caméscope ou de son appareil photo. Il permet de brancher l'iPad sur la télé. Enfin bref, c'est un adaptateur qui fait tout ce que font les adaptateurs d'Apple pour un seul et le même prix, donc c'est assez pratique. Et le dernier coup de cœur, c'est plutôt un coup de gueule, et on parlait de presse, il faut en parler. Un petit hommage et beaucoup de tristesse pour un mensuel de la presse Mac que j'aimais beaucoup, que nous aimions beaucoup. Il s'agit d'SVM Mac qui ferme ses portes. C'est le dernier numéro que vous trouvez en kiosque en ce moment. Certes, c'est un concurrent d'iCreate, mais certes, on n'aime pas quand la presse ferme des magazines, surtout que c'était un magazine de talent, et on le regrettera beaucoup. Moi, je voulais juste rajouter un petit truc, parce qu'on n'a pas prononcé ce mot-là en 1h06 d'enregistrement, c'est le mot... papier. Tu sais que ça me tient à cœur. Je fais partie des gens qui, par vraiment principe, sont abonnés par exemple au Canard enchaîné, qui n'a qu'une édition papier et qui vont continuer à la lire comme ça et à prendre du plaisir même si on a les mains sales. Moi, je voudrais rajouter un petit truc, numérique ou papier. Moi, je pense qu'il y a une grosse différence entre des signes écrits par un journaliste et puis ce qu'on peut voir dans un fil de news comme Twitter. Donc, si vous avez des enfants comme moi, apprenez-leur à lire de la presse et expliquez-leur qu'un journaliste qui fait une analyse, ça a plus de valeur que Google News. Ça, on n'en a pas parlé dans ce débat, mais je crois que ça fait aussi partie d'une chose importante qui est d'éduquer les enfants là-dessus et de donner les moyens, parce que la valeur est reconnue par tout le monde, à la presse de continuer. Donc, éduquez vos enfants là-dessus. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce premier numéro de l'année d'On refait le Mac. On se retrouve dès la semaine prochaine. On essaiera de faire un spécial CIS, parce qu'il y a plein de petits camarades qui seront là-bas, donc on va les appeler. On va pas se gêner, n'est-ce pas, Cédric? Vous retrouvez Monsieur X chaque semaine dans ce podcast. Vous retrouvez Rodrigo également, qui est avec nous chaque semaine et sur son Twitter, @Rodrigo. Cédric, vous le trouvez tous les samedis sur LCI dans plein écran. Autopromo obligatoire cette semaine, parce que tout a changé. L'habillage de la chaîne désormais disponible sur les bouquets ADSL de SFR. Ça y est, Orange, Bouygues Télécom, Numérique, Cap TV Numérique, j'en passe des meilleurs. Et pas encore sur la TNT. Les négociations sont encore... Et vous êtes passé à la HD en podcast? Non, il n'y a pas de podcast. Allez, alors là, ça change. Ah, c'est moche. C'est moche ce que tu fais, Rodrigo. Je croyais que tu étais mon ami. Enfin, voilà. Alors, et par contre, les horaires de sommaire, ne changent pas. Montre la séquence là-haut de droit. Oui, au sommaire 14h10 samedi. Au sommaire, des startups. 14h10 samedi, ouais. Honnêtement, j'avais quelques idées, mais je manquais un peu d'inspiration, donc j'ai fait du crowdsourcing pour le sommaire de plein écran cette semaine. J'ai mis un message sur Google Plus en disant quelle startup on met à l'antenne. C'était lundi. Mardi, j'avais toutes les idées. Ce sera les nouvelles startups françaises, parisiennes, même, de la photo. Il y a des trucs très intéressants. Oui, Rodrigo nous en parle souvent. Et vous retrouvez bien sûr Nicolas chaque jour dans Libération, sur le site, sur l'application iPad, sur l'application iPhone, sur l'application Android. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans cet endroit aussi prestigieux et qui a beaucoup d'histoire pour les gens de la presse que nous sommes. Et merci à vous de m'avoir prêté un Mac, parce que je travaille sur PC moi ici. Les temps changent aussi dans la presse. Merci beaucoup messieurs, et à la semaine prochaine. Au revoir.